Donna Haraway, Manifeste cyborg. Science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle. Rêve ironique d'une langue commune pour les femmes dans le circuit intégré. Je vais tenter ici de construire un mythe politique ironique qui soit fidèle au féminisme, au socialisme et au matérialisme. Plus fidèle peut-être au sens du blasphème que de la vénération et de l'identification respectueuse. Le blasphème semble exiger depuis toujours que l'on prenne les choses très au sérieux. Je ne connais pas de meilleure posture à adopter de l'intérieur des traditions évangéliques laïco-religieuses, traditions suivies en politique par les Américains, y compris par les féministes socialistes. Le blasphème lancé de l'intérieur de la majorité morale nous en protège, tout en soulignant le besoin que nous avons de communauté. Le blasphème n'est pas l'apostasie. L'ironie est une histoire de contradictions qui ne se résolvent pas dans de grands tout, même dialectiquement. L'ironie est une histoire de tension produite lorsque l'on veut faire tenir ensemble des choses incompatibles, parce que deux d'entre elles, ou toutes, sont vraies et nécessaires. Une histoire d'humour, une façon de jouer sérieusement. Une stratégie rhétorique, une méthode politique que j'aimerais voir plus souvent à l'honneur au sein du féminisme socialiste. Au centre de ma foi, de mon ironie, de mon blasphème, l'image du cyborg. Le cyborg est un organisme cybernétique hybride de machines et de vivants, créature de la réalité sociale comme personnage de roman. La réalité sociale est le vécu des relations, notre construction politique la plus importante, une fiction qui change le monde. Les divers mouvements féministes internationaux ont autant construit l'expérience des femmes qu'ils ont fait émerger ou fait la découverte de cet objet collectif crucial. Cette expérience des femmes est une fiction et est un fait de la plus haute importance politique. La libération nécessite que l'on construise la conscience de l'oppression et des possibles qui en découlent, qu'on les appréhende en imagination. Le cyborg, question de fiction et de vécu, qui change ce qui compte en tant qu'expérience des femmes en cette fin de XXe siècle. Il s'agit d'une lutte de vie et de mort, mais la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale n'est qu'illusion d'optique. La science-fiction contemporaine est peuplée de créatures cyborgs, à la fois animales et machines qui habitent des univers ambigus, à la fois naturels et fabriqués. La médecine moderne, elle aussi, fait appel à des cyborgs, issus d'accouplements entre organismes et machines, tous conçus comme des systèmes codés, et dont l'intimité et l'énergie ne proviennent pas de l'évolution de la sexualité telle que nous la connaissons. Le sexe cyborgien fait revivre quelque chose de la ravissante liberté réplicative des fougères et des invertébrés. Quelle délicieuse prophylaxie naturelle contre l'hétérosexisme. La réplication du cyborg a divorcé de la reproduction organique. La reproduction moderne ressemble à un rêve de travail accompli dans un monde colonisé par les cyborgs. Un rêve à côté duquel le cauchemar du taylorisme paraît idyllique. Et la guerre moderne est une orgie de cyborgs qui a pour nom de code C3I, Commande, Contrôle, Communication, Intelligence. Commandement, Contrôle, Communication, Renseignement. Une ligne de 84 milliards de dollars dans le budget de la défense américaine de 1984. Je plaide pour une fiction cyborgienne qui cartographierait notre réalité corporelle et sociale. Une ressource imaginaire qui permettrait d'envisager de nouveaux accouplements fertiles. La biopolitique de Michel Foucault n'est qu'une pâle prémonition de la politique du cyborg, ce vaste champ. La fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique est arrivé, et nous ne sommes que chimères, hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués. En bref, des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie, il définit notre politique. Le cyborg est une image condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunie. Et cette union structure toute possibilité de transformation historique. Dans la tradition occidentale des sciences et de la politique, tradition de la domination masculine, raciste et capitaliste, tradition du progrès, tradition de l'appropriation de la nature comme ressource pour les productions de la culture, traduction de la reproduction de soi par le regard des autres, la relation entre organisme et machine fut une guerre de frontières. Elle avait pour enjeu les territoires de la production, de la reproduction et de l'imagination. Ce chapitre est une plaidoirie, et pour le plaisir à prendre dans la confusion des frontières et pour la responsabilité à assumer quant à leur construction. C'est aussi une tentative de contribution à la culture et à la théorie féministe socialiste, sur un mode postmoderne qui ne se réfère pas à la nature,
dans la tradition utopiste d'un monde sans genre sexué, qui est peut-être un monde sans genèse, et sans doute un monde sans fin. L'incarnation du cyborg est extérieure à l'histoire de la rédemption. Elle ne s'inscrit pas non plus dans un calendrier oedipien, car elle ne cherche pas à cicatriser les terribles clivages du genre dans une utopie symbiotique orale, ou une apocalypse post-oedipienne. Comme le dit Zoé Soufoulis dans La Klein, texte inédit sur Jacques Lacan, Mélanie Klein et la culture nucléaire, les monstres les plus terribles et peut-être promis au plus bel avenir, des mondes cyborgiens, s'incarnent dans les récits non oedipiens qui ont une logique de répression différente et que nous devons comprendre si nous voulons survivre. Le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre. Il n'a rien à voir avec la bisexualité, la symbiose pré-oedipienne, l'aliénation du travail ou toute autre tentation de parvenir à une plénitude organique à travers l'ultime appropriation du pouvoir de chacune de ses parties par une unité supérieure. Le cyborg n'a pas d'histoire originelle au sens occidental du terme. Ultime ironie, puisqu'il est aussi l'horrible conséquence, l'apocalypse finale de l'escalade de la domination de l'individuation abstraite, le moi par excellence, enfin dégagé de toute dépendance. Un homme dans l'espace. L'histoire des origines au sens humaniste occidental du terme repose sur le mythe d'une unité, d'une plénitude, d'une béatitude et d'une terreur originelle représentée par la mère phallique, dont tous les humains doivent se détacher pour accomplir leur double tâche de développement individuel et historique, selon les mythes jumeaux superpuissants hérités du marxisme et de la psychanalyse. Comme l'a montré Hilary Klein, le marxisme et la psychanalyse reposent dans leur conception du travail, de l'individuation et de l'élaboration des genres sur le même scénario. La différence doit être produite à partir d'une unité originelle et trouver un rôle dans la mise en scène de la montée de la domination qui s'exerce sur la femme et la nature. Le cyborg saute l'étape de l'unité originelle, celui de l'identification avec la nature au sens occidental du terme. Voici sa promesse illégitime qui pourrait nous conduire vers la subversion de sa téléologie de guerre des étoiles. Le cyborg est résolument du côté de la partialité, de l'ironie, de l'intimité et de la perversité. Il est dans l'opposition, dans l'utopie, et il ne possède pas la moindre innocence. Parce qu'il n'est plus structuré par la polarité du public et du privé, le cyborg définit une cité technologique en partie basée sur une révolution des relations sociales au sein de l'oikos, du foyer. Nature et culture sont refaçonnées. L'une ne peut plus être la ressource que l'autre s'approprie et assimile. L'une ne peut plus être la ressource que l'autre s'approprie et assimile. Les relations, y compris celles de polarité et de domination hiérarchique, qui permettent avec des parties de former des tout, sont à l'ordre du jour dans le monde cyborgien. Contrairement au monstre de Frankenstein, le cyborg n'attend pas de son père qu'il le sauve en restaurant le jardin originel, c'est-à-dire en lui fabriquant une compagne hétérosexuelle, en faisant enfin de lui un tout fini, une cité, un cosmos. Le cyborg ne rêve pas d'une communauté établie sur le modèle de la famille organique. Il n'en a pas pour autant un projet oedipien. Le cyborg ne reconnaîtrait pas le jardin d'Éden. Il n'est pas fait de boue, et il ne peut rêver de retourner à la poussière. C'est peut-être pour cela que je veux voir si les cyborgs peuvent subvertir l'apocalypse du retour à la poussière nucléaire, engendrée par la compulsion obsessionnelle à nommer l'ennemi. Les cyborgs ne sont pas respectueux, ils n'ont pas de souvenir du cosmos. Ils se méfient du holisme, mais ont besoin de connexion. Ils semblent avoir un penchant naturel pour la politique du front commun, mais sans troupe d'avant-garde. Reste le grand problème des cyborgs. Ils sont les rejetons illégitimes du militarisme et du capitalisme patriarcal, sans parler du socialisme d'État. Mais les enfants illégitimes se montrent souvent excessivement infidèles à leurs origines. Leurs pères sont, après tout, inessentiels. Je reviendrai sur la science-fiction cyborgienne à la fin de ce chapitre, mais je veux maintenant évoquer 3 brèches percées dans les frontières. 3 moments cruciaux qui rendent possible l'analyse de politique-fiction. Politico-scientifique qui va suivre. Dans la culture scientifique américaine de cette fin du XXe siècle,
La frontière qui sépare l'humain de l'animal est presque complètement tombée. Quand ils n'ont pas été transformés en parcs de loisirs, les derniers bastions de la spécificité ont été pollués. Ni le langage, ni l'outil, ni le comportement social, ni ce qui se passe dans notre tête ne justifient plus de manière vraiment convaincante la séparation de l'humain et de l'animal. Et nombreux sont ceux qui ne ressentent plus le besoin d'une telle séparation. Au sein de la culture féministe, bien des tendances affirment le plaisir que procure la connexion de l'humain aux autres créatures vivantes. Les mouvements de défense des droits des animaux ne proposent pas un déni irrationnel de la spécificité humaine. Ils reconnaissent avec lucidité la connexion qui s'établit au-delà de la vieille opposition entre nature et culture. Au cours des 2 derniers siècles, la biologie et la théorie de l'évolution ont en même temps transformé les organismes en objets de connaissance et réduit la frontière entre humain et animal à une légère trace sans cesse retracée par les luttes idéologiques et les disputes professionnelles qui opposent les sciences sociales à celles de la vie. Dans ce contexte, raconter aux enfants la création du monde par Dieu comme le font les chrétiens d'aujourd'hui est une forme de maltraitance qu'il faudrait dénoncer. L'idéologie du déterminisme biologique n'est qu'une position à partir de laquelle la culture scientifique permet de débattre des différentes significations de l'animalité humaine. Il reste beaucoup de place aux défenseurs d'une politique radicale pour contester les conséquences d'un brouillage de la frontière. C'est précisément là où la frontière entre l'humain et l'animal est transgressée, que le cyborg apparaît en mythe. Loin de traduire un éloignement qui isolerait les humains des autres créatures vivantes, les cyborgs annoncent des accouplements fâcheusement et délicieusement forts. La bestialité obtient, dans ce cycle d'échange marital, un nouveau statut. Une seconde distinction est en train de se lézarder, celle qui oppose l'humain-animal, l'organique, et la machine. Les machines pré-cybernétiques pouvaient être hantées. Il y a toujours eu dans la machine le spectre du fantôme. Ce dualisme a structuré le dialogue entre matérialisme et idéalisme, mis en place par une enfant de la dialectique que l'on appelle esprit, ou histoire, selon les goûts. Mais au fond, les machines ne se déplaçaient pas toutes seules, elles ne s'auto-concevaient pas, n'avaient aucune autonomie. Elles ne réalisaient pas le rêve de l'homme, elles ne pouvaient que le tourner en dérision. Elles n'étaient pas l'homme, son propre auteur, mais une simple caricature de ce rêve masculiniste de reproduction. Penser qu'elles pouvaient être autre chose était pur délire paranoïde. Maintenant, nous n'en sommes pas si sûrs. Avec les machines de la fin du XXe siècle, les distinctions entre naturel et artificiel, corps et esprit, autodéveloppement et création externe, et tant d'autres qui permettaient d'opposer les organismes aux machines, sont devenues très vagues. Nos machines sont étrangement vivantes, et nous sommes épouvantablement inertes. Le déterminisme technologique n'est qu'un des espaces idéologiques ouverts par les nouvelles conceptions de la machine et de l'organisme comme texte codé, à travers lesquels nous jouons à lire et à écrire le monde. La textualisation hyperbolique, que l'on trouve dans la théorie postmoderne et post-structuraliste, a été condamnée par les féministes socialistes et marxistes pour sa méconnaissance utopique des relations vécues de domination qui constituent le terrain sur lequel se joue la lecture arbitraire. Il est certainement vrai que les stratégies postmodernes comme mon mythe du cyborg subvertissent des myriades de tout organique. Par exemple le poème, la culture primitive, l'organisme biologique. En bref, nous ne sommes plus très sûrs de savoir ce qui appartient ou non à la nature, cette source d'innocence et de sagesse. Et nous ne le saurons probablement plus jamais. Nous avons perdu l'autorisation d'interpréter, qui fait la transcendance. Et avec elle, nous avons perdu l'ontologie, qui fait le terrain de l'épistémologie occidentale. Mais il y a d'autres réponses à cela que le cynisme, le manque de foi ou toute autre version arbitraire de l'existence, comme la destruction de l'homme par la machine, ou de l'action politique signifiante par le texte, qu'entraînerait le déterminisme technologique. Savoir qui seront les cyborgs est une question fondamentale. Notre survie dépend des réponses que nous saurons y apporter. Les chimpanzés comme les objets ont leur politique, pourquoi pas nous ? La troisième distinction qui nous intéresse ici est un sous-ensemble de la deuxième. La frontière entre ce qui est physique et ce qui ne l'est pas
devient très imprécise. Les livres de vulgarisation qui traitent des conséquences de la théorie des grands axes et du principe d'indétermination font à la science ce que les histoires d'amour de la collection Harlequin sont au changement radical que connaît l'hétérosexualité blanche américaine. Ils sont dans l'erreur, mais ils ont choisi le bon sujet. La microélectronique constitue la quintessence des machines modernes. Ces appareils sont partout et invisibles. La machinerie moderne est un jeune dieu irrévérencieux qui ridiculise l'ubiquité et la spiritualité du Père. La puce en silicium est une surface d'écriture. Elle est gravée dans des couches moléculaires que seul le bruit atomique vient troubler. Ultime distorsion pour partition nucléaire. Dans les histoires que l'Occident raconte sur l'origine de la civilisation, l'écriture, le pouvoir et la technologie sont de vieux partenaires. Mais la miniaturisation a transformé l'expérience que nous avons de son mécanisme. La miniaturisation s'est révélée avoir trait au pouvoir. Small n'est plus si beautiful. Le petit, celui que l'on trouve par exemple dans les missiles de croisière, apparaît maintenant prééminemment dangereux. Comparez les postes de télévision des années 50 ou les caméras des années 70 avec les montres télévision que l'on porte aujourd'hui au poignet ou les nouvelles caméras vidéo qui tiennent dans une montre. Nos meilleures machines sont faites de soleil, toutes légères et propres car elles ne sont que signaux, ondes électromagnétiques, section du spectre. Elles sont éminemment portables, mobiles, un sujet d'immense douleur à Détroit et à Singapour. Matériels et opaques, les gens sont loin de cette fluidité. Les cyborgs sont éthers, quintessence. C'est justement leur ubiquité et leur invisibilité qui font des cyborgs ces machines meurtrières. Difficiles à voir matériellement, ils échappent aussi au regard politique. Ils ont trait à la conscience ou à la simulation. Ce sont des signifiants flottants qui se déplacent en camion à travers l'Europe et qu'à Greenham, le magique maillage de ces femmes dénaturées et inconvenantes savent si bien lire les toiles cyborgiennes du pouvoir à arrêter plus efficacement que les pratiques militantes de l'ancienne politique masculiniste, naturellement constituée d'individus qui ont besoin des jobs que leur offre l'industrie militaire. En définitive, la science la plus dure étudie le domaine où la confusion des frontières est la plus grande, le domaine du nombre pur, de l'esprit pur, du C3I, de la cryptographie et de la préservation de puissants secrets. Les nouvelles machines sont si propres et légères. Leurs concepteurs, des adorateurs du soleil, par qui a lu une nouvelle révolution scientifique associée aux peurs secrètes de la société post-industrielle. Les maladies qu'évoquent ces machines propres ne sont rien d'autre que de minuscules changements apportés au code d'un antigène dans le système immunitaire. Rien d'autre que l'expérience du stress. Les doigts agiles des femmes orientales, l'ancienne fascination des petites filles de l'Angleterre victorienne pour les maisons de poupées, l'attention forcée des femmes sur tout ce qui est petit prend dans ce monde des dimensions plutôt inattendues. Il se pourrait bien qu'une Alice cyborgienne soit en train de s'intéresser à ces nouvelles dimensions. Il se pourrait bien que ce soit, ô ironie du sort, ces femmes cyborgs dénaturées qui fabriquent des puces en Asie et dansent des farandoles dans la prison de Santa Rita, qui en constituant des groupes fédèrent efficacement les stratégies de la contestation. Ainsi, j'élabore mon mythe du cyborg pour parler des frontières transgressées, des puissantes fusions et des dangereuses éventualités, sujet, parmi d'autres, d'une réflexion politique nécessaire que les progressistes pourraient mener. Une des prémices sur lesquelles je me fonde. Les socialistes et les féministes américaines considèrent pour la plupart que les dualismes corps et esprit, animal et machine, idéalisme et matérialisme, sont accentués par les pratiques sociales, les formulations symboliques et les objets physiques associés aux hautes technologies et à la culture scientifique. De l'homme unidimensionnel Marcuse 1964 à The Death of Nature Merchant 1980, les analyses développées par les progressistes mettent l'accent sur la nécessité de dominer la technique et font appel à un corps organique imaginaire pour renforcer notre résistance. Une autre de mes prémices. Jamais ceux qui tentent de lutter contre l'intensification mondiale de la domination n'ont autant eu besoin de s'unir. Mais une perspective légèrement décalée nous permettrait de pouvoir mieux nous battre pour introduire, dans des sociétés médiatisées par la technologie, de nouvelles significations et de nouvelles formes de pouvoir et de plaisir.
On pourrait voir le monde cyborgien comme celui avec lequel viendra l'imposition définitive d'une grille de contrôle sur la planète, l'abstraction définitive d'une apocalyptique guerre des étoiles menée au nom de la défense nationale, et l'appropriation définitive du corps des femmes dans une orgie guerrière masculiniste. Sofia 1984. D'un autre point de vue, le monde cyborgien pourrait être un monde de réalité corporelle et sociale dans lequel les gens n'auraient peur ni de leur double parenté avec les animaux et les machines, ni des idées toujours fragmentaires, des points de vue toujours contradictoires. La lutte politique doit prendre en compte ces deux perspectives à la fois, car chacune d'entre elles révèle et les rapports de domination et les incroyables potentialités de l'autre. La vision unilatérale produit des illusions bien pires que la vision bilatérale, ou que celle des monstres à plusieurs têtes. Les unions cyborgiennes sont monstrueuses et illégitimes. Dans le contexte politique actuel, on ne peut espérer trouver plus puissant mythe de résistance et de nouvel accouplement. J'aime imaginer le LAG, Livermore Action Group, comme une sorte de société cyborgienne qui s'efforce avec réalisme de convertir les laboratoires, lieu de la plus violente apocalypse technologique, bouche d'où sont vomis ces instruments de destruction. Je rêve du LAG comme d'une sorte de société cyborgienne s'engageant à construire une forme politique qui tienne véritablement ensemble. Sorcières, ingénieurs, anciens, invertis, chrétiens, mères et léninistes pendant suffisamment de temps pour désarmer l'État. Mission impossible, tel est le nom du groupe d'affinité qui s'est créé dans ma ville. Affinité, un lien non de sang mais de choix. Attraction d'un noyau chimique par un autre. Avidité. Identité fracturée. Se nommer féministe, sans rien ajouter à ce qualificatif, voire affirmer son féminisme en toutes circonstances, est devenu difficile. Nous avons une conscience aiguë de ce qu'en nommant on exclut. Les identités semblent contradictoires, partielles et stratégiques. Après que les notions de classe, de race et de genre se soient, non sans mal, imposées comme construction sociale et historique, on ne peut plus les utiliser comme base d'une croyance essentialiste. Il n'y a rien dans le fait d'être femme qui puisse créer un lien naturel entre les femmes. Être femme n'est pas un état en soi, mais signifie appartenir à une catégorie hautement complexe, construite à partir de discours scientifiques sur le sexe et autres pratiques sociales tout aussi discutables. Conscience de classe, conscience de race ou conscience de genre nous ont été imposées par l'implacable expérience historique des réalités contradictoires du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat. Qui compose ce nous dans ma propre rhétorique? Sur quelles identités peut-on s'appuyer pour fonder un mythe politique aussi puissant que ce nous? Et qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à s'engager dans une telle collectivité? Les douloureuses divisions qui opposent les féministes les unes aux autres, sans parler des femmes en général, ont emprunté toutes les lignes de fracture possibles et rendu insaisissable le concept même de femme, concept qui constitue une matrice où reproduire, entre femmes, les relations de domination. Pour moi et pour beaucoup d'autres, comme moi historiquement incarné dans un corps de femme blanche d'âge moyen, américaine, radicale, de classe moyenne et exerçant un métier, la crise d'identité politique menace à tout instant. Face à ce genre de crise, l'histoire récente d'une grande partie de la gauche et du féminisme américain est une histoire de scission incessante et de quête éternelle d'une essence unificatrice. Mais petit à petit, une autre possibilité de réponse à ces crises s'est imposée, la coalition, l'affinité plutôt que l'identité. Après avoir étudié les temps forts qui ont accompagné la prise de parole politique des femmes de couleur, Sheila Sandoval a élaboré un modèle d'identité politique plein d'avenir, qu'elle a appelé « conscience oppositionnelle ». Ce modèle repose sur le talent dont font preuve celles qui se voient refuser toute appartenance stable aux catégories sociales de race, de sexe ou de classe, pour déchiffrer les réseaux du pouvoir. Si elle fut contestée à l'origine par celle qu'elle devait désigner, l'expression « femme de couleur » n'en constitue pas moins une prise de conscience historique qui marque la débâcle générale des signes de l'homme dans la tradition occidentale. L'expression « femme de couleur » construit une sorte d'identité postmoderniste de l'altérité, de la différence et de la spécificité. Et cette identité postmoderniste-là est pleinement politique, quoi qu'on puisse en dire à propos d'autres éventuels postmodernismes. Plutôt que de relativisme et de pluralisme, la conscience oppositionnelle de Sandoval traite de positionnements contradictoires et de calendrier hétérochronique. Sandoval insiste sur l'absence de tout critère essentialiste qui permettrait d'identifier ou non une femme de couleur.
Elle remarque que le groupe s'est défini par l'appropriation consciente de la négation. Ni une Chicana ni une Noire américaine ne pouvaient, par exemple, parler en tant que femme, que Chicano ou que Noire. Elle se retrouvait donc tout en bas d'une cascade d'identités négatives, puisque même écartée des catégories reconnues d'oppressés privilégiés appelés femmes et noirs, qui prétendaient faire les révolutions importantes. Le concept femme excluait toutes les femmes non blanches, le concept noir excluait tous les individus non noirs ainsi que toutes les femmes noires. Mais il n'y avait pas non plus de elle, de singularité. Les Américaines qui ont affirmé leur identité de femmes américaines de couleur nageaient dans un océan de différences. Cette nouvelle identité délimite un espace délibérément construit où pouvoir agir ne dépend d'aucune identification naturelle, mais d'un désir de coalition, d'affinité ou de parenté politique. Contrairement à certains mouvements féministes créés aux États-Unis par des blanches, on ne fait pas ici appel à une idée de la femme. Il n'y a pas de recours à la nature, pas de généralisation de la matrice, idée, tout au moins selon Sandoval, à laquelle on ne peut accéder que par la puissance d'une conscience oppositionnelle. La thèse de Sandoval doit être comprise comme une formulation féministe puissante du discours anticolonialiste qui se développe dans le monde entier. Discours qui annihile la notion d'Occident et son corollaire le plus important, la prépondérance de celui qui n'est ni animal, ni barbare, ni femme. L'homme, auteur d'un cosmos que l'on appelle histoire. Au fur et à mesure que l'on déconstruit l'orientalisme, tant sur le plan politique que sur celui de la sémiotique, les identités occidentales se déstabilisent, y compris celles que défendent les féministes. Pour Sandoval, la notion de femme de couleur a peut-être une chance de réaliser une véritable unité qui ne reproduira pas les sujets révolutionnaires totalitaires et impérialistes des marxismes et des féminismes d'antan qui n'ont pas vu venir les conséquences de la vague de polyphonie désordonnée soulevée par la décolonisation. Kathy King a souligné les limites de l'identification et des mécanismes identificatoires poético-politiques qui sous-tendent la lecture du poème, paradigme et source du féminisme culturel. King dénonce la tendance qu'ont encore certaines féministes contemporaines à établir, à partir des événements ou des échanges ayant fait partie de leur propre pratique féministe, des taxonomies du mouvement des femmes grâce auxquelles leurs propres tendances politiques font, pour toutes, figure de totalité. Ces taxonomies tendent à réécrire l'histoire du féminisme de telle sorte qu'elle apparaît comme celle d'une lutte idéologique qui opposerait les uns aux autres différents types d'individus classés par groupes cohérents qui se maintiendraient avec le temps. Féminisme socialiste, radical et libéral en seraient les exemples les plus typiques. Tout autre féminisme est littéralement incorporé ou marginalisé, le plus souvent à travers la construction d'une ontologie et d'une épistémologie tout à fait explicites. Les taxonomies du féminisme produisent des épistémologies policières qui empêchent toute déviation de la ligne officielle censée représenter l'expérience des femmes. Et bien entendu, la culture des femmes, tout comme la notion de femme de couleur, est consciemment créée par des mécanismes producteurs d'affinité. Les rituels de la poésie, de la musique et de certaines formes de pratiques universitaires y ont une importance prééminente. Aux États-Unis, dans les mouvements des femmes, politiques raciales et culturelles sont intimement entremêlées. Apprendre à réaliser une unité poético-politique sans s'appuyer sur une logique d'appropriation, d'incorporation et d'identification taxinomique, voilà ce que King, comme Sandoval, propose. Assez paradoxalement, la lutte pratique et théorique contre l'unité par la domination ou l'unité par l'incorporation sape non seulement toutes les justifications du patriarcat, du colonialisme, de l'humanisme, du positivisme, de l'essentialisme, du scientisme et autres ismes que l'on ne regrettera pas, mais empêche aussi toute prise de position naturaliste ou organiciste. Je pense que les féminismes marxistes, socialistes et radicaux ont eux aussi sapé nos propres stratégies épistémologiques et que cela représente une avancée cruciale dans l'invention des ententes possibles. Reste à voir si, dans ce travail de construction des affinités effectives, toutes ces épistémologies connues des occidentaux politisés nous manqueront ou non. En essayant de construire des points de vue révolutionnaires et en considérant l'épistémologie comme une chose à laquelle doivent travailler ceux qui veulent changer le monde, on démontrera les limites de l'identification.
On peut voir dans les outils décapants de la théorie postmoderniste comme dans les outils constructifs du discours ontologique concernant les sujets révolutionnaires, d'ironiques alliés qui peuvent, pour la survie de tous, nous aider à annihiler nos moi occidentaux. Nous avons une conscience aiguë de ce que veut dire avoir un corps historiquement construit. Mais quand il n'y a plus de croyances innocentes dans le mythe originel, il n'y a plus non plus de paradis perdu. En renonçant à la naïveté de l'innocence, notre politique renonce au pardon de la faute. Mais à quoi ressemblerait un autre mythe politique du féminisme socialiste ? Quelle sorte de politique pourrait embrasser toutes ces constructions d'identité collective et personnelle, toujours ouvertes, contradictoires et partielles, tout en restant fidèle, efficace et, ô ironie, féministe socialiste. Je ne connais aucune autre période de l'histoire où le besoin d'une unité politique qui permette d'agir contre le système de domination, fondé sur la race, le genre, la sexualité et la classe sociale, se soit autant fait ressentir. Mais je ne connais pas non plus d'autre époque où une unité comme celle que nous pouvons aider à construire aurait été possible. Aucun d'entre nous n'a plus la possibilité symbolique ou matérielle d'imposer une certaine forme de réalité à aucun d'entre eux. Nous ne pouvons, en tout cas, pas nous prétendre innocentes de toutes les pratiques de domination que nous venons de définir. Les femmes blanches, y compris les féministes socialistes, ont découvert la non-innocence de la catégorie femme, ou ont été forcées de la découvrir à coups de pied au cul et de cris. Cette conscience transforme la géographie de toutes les catégories précédentes. Elle les dénature comme la chaleur dénature une protéine fragile. Les féministes cyborgiennes doivent prouver que nous ne voulons plus trouver de matrice unitaire dans une quelconque nature et qu'aucune construction n'est jamais complète. L'innocence et son corollaire, vouloir que seule la position de victime permette l'objectivité, ont fait suffisamment de dégâts. Mais en cette fin de XXe siècle, le sujet révolutionnaire construit doit aussi laisser les gens respirer. Dans le processus d'effilochage des identités et dans les stratégies qui sont mises en œuvre pour lutter contre ce processus, s'ouvre la possibilité de tisser autre chose qu'un linceul pour lendemain d'apocalypse, fin si bien annoncée de notre histoire de la rédemption. Les féminismes socialistes marxistes, comme les féminismes radicaux, ont à la fois naturalisé et dénaturé le concept de femme ainsi que la conscience de ce que vivent les femmes dans la société. Un schéma caricatural permettra peut-être de comprendre ces deux tendances. Le socialisme marxien est fondé sur une analyse du travail salarié qui révèle la structure de classe. Parce qu'elle dissocie l'ouvrier et l'ouvrière de sa production, la relation de salaire crée une aliénation systématique. Les lois de l'abstraction et de l'illusion règnent sur la connaissance, et les lois de la domination sur les pratiques sociales. Le travail est le concept prééminemment privilégié par le marxiste, car c'est lui qui permet de sortir de l'illusion et de prendre la position nécessaire à ceux qui veulent changer le monde. Le travail est l'activité humanisante qui fait l'homme. Le travail est le concept ontologique qui permet la connaissance d'un sujet, et donc la connaissance de l'assujettissement et de l'aliénation. Reconnaissant fidèlement sa filiation, le féminisme socialiste a suivi les analyses stratégiques fondamentales du marxisme. Les féministes marxistes et socialistes ont réussi à étendre le concept de travail pour y inclure ce que faisaient les femmes, certaines, même lorsque la relation salariale fut, sous le patriarcat capitaliste, subordonnée à une vision plus large du travail. Elles ont en particulier obtenu, en se référant au concept marxiste du travail, que le travail domestique des femmes et leur activité de mère dans son ensemble, c'est-à-dire la reproduction au sens féministe socialiste, soit prise en compte par la théorie. L'unité qui est ainsi établie entre les femmes est une unité épistémologique qui repose sur la structure ontologique du travail. Le féminisme socialiste marxiste ne fonde pas l'unité sur la nature. Il l'envisage comme une éventualité réalisable à partir d'une éventuelle prise de position fondée sur les relations sociales. Mais avec la structure ontologique du travail et de son analogue, l'activité des femmes, on glisse vers l'essentialisme. L'héritage de l'humanisme marxien et du moi prééminent occidental me pose problème. Ce qui a été formulé à propos du travail, plutôt que de ramener éternellement la femme vers une quelconque nature, doit souligner la responsabilité quotidienne qu'ont les femmes des constructions sociales.
La version du féminisme radical de Catherine MacKinnon, 1992-1987, est une véritable caricature des tendances totalisantes, incorporationnistes et appropriationnistes des théories occidentales qui fondent l'action sur l'identité. Assimiler les divers événements et échanges de la politique conduite ces dernières années par les femmes sous le nom de féminisme radical à la version qu'en donne MacKinnon serait, tant sur le plan factuel que politique, totalement erroné. Mais la logique téléologique de sa théorie montre comment une analyse épistémologique et ontologique, comme sa négation, efface ou contrôle la différence. La réécriture de l'histoire de ce champ polymorphe que l'on appelle féminisme radical n'est qu'un des aspects de la théorie de MacKinnon. Elle produit surtout une théorie de l'expérience, ou de l'identité des femmes, véritable apocalypse de tout point de vue révolutionnaire. La totalisation réalisée par cette histoire du féminisme radical atteint son but, l'unité des femmes, en réduisant l'expérience et le témoignage au non-être radical. Or, pour la féministe socialiste marxiste, la conscience est le résultat d'un effort, d'un travail, et non un fait naturel. Et la théorie de MacKinnon élimine quelques-uns des problèmes posés par l'humanisme révolutionnaire au sujet qui s'en réclame. Mais c'est au prix d'un réductionnisme radical. Selon MacKinnon, le féminisme adopte nécessairement une stratégie analytique différente de celle du marxisme, qui ne considère pas en premier lieu la structure de classe, mais celle du sexe et du genre et les relations qu'elle produit, à savoir la façon dont les hommes constituent et s'approprient sexuellement les femmes. L'ontologie de MacKinnon construit un non-sujet, un non-être. Quelle ironie! Dans cette optique, être femme n'est pas le résultat d'un effort conscient et donc d'un travail, mais du désir de l'autre. Dans sa théorie de la conscience, ce qui compte en tant qu'expérience des femmes, c'est en fait ce qui a trait au viol et le sexe lui-même. La pratique féministe devient la construction de cette forme de conscience, c'est-à-dire une idée de soi en non-soi. Ce qu'il y a de pervers dans ce féminisme, c'est que l'appropriation sexuelle y a toujours le statut épistémologique de travail ou de position, d'où l'analyse peut contribuer à changer le monde. Mais c'est l'objectification sexuelle et non l'aliénation qui est la conséquence de la structure de sexe et de genre. Dans le domaine de la connaissance, le résultat de l'objectification sexuelle est illusion et abstraction. Une femme cependant n'est pas seulement dissociée de sa production et donc aliénée. Elle n'existe même pas en tant que sujet, puisqu'elle doit son existence de femme à l'appropriation sexuelle. La constitution par le désir de l'autre n'est pas l'aliénation que produit la violente dissociation du travailleur et du produit de son travail. La théorie radicale de l'expérience qu'élabore MacKinnon est totalisante à l'extrême. Elle ne se contente pas de marginaliser toute autre parole ou action politique des femmes, elle va jusqu'à les priver de toute autorité. Cette totalisation produit ce que le patriarcat occidental lui-même n'avait jamais réussi à produire, une conscience féministe de la non-existence des femmes, si ce n'est comme production du désir des hommes. Je pense que MacKinnon a raison quand elle soutient qu'aucune version marxienne de l'identité ne peut servir de base solide à l'unité des femmes. Mais en résolvant dans une optique féministe le problème des contradictions inhérentes au sujet révolutionnaire occidental, elle construit une doctrine de l'expérience encore plus autoritaire. Si les idées socialistes marxiennes me paraissent gommer involontairement toutes les différences radicales, inassimilables et polyphoniques que la pratique et le discours anticolonialiste ont rendues visibles, le gommage intentionnel que MacKinnon fait subir à toutes les différences avec son système de non-existence essentialiste des femmes n'a rien pour me rassurer. D'après ma taxinomie, et comme toute taxinomie est une réinscription de l'histoire, le féminisme radical ne prend pas en compte les activités des femmes qualifiées de travail par les féministes socialistes que dans la mesure où elles peuvent, d'une manière ou d'une autre, être sexualisées. Le sens du mot reproduction prend des nuances différentes pour chacune de ces deux tendances, l'une associée au travail, l'autre à la sexualité, et toutes deux donnent aux conséquences de la domination et de l'ignorance de la réalité personnelle et sociale le nom de fausse conscience. Au-delà des difficultés soulevées par n'importe quelle thèse et au-delà de ses apports, ni le point de vue marxiste ni celui du féminisme radical ne se sont posés en tant qu'explication partielle. Tous deux ont été constitués comme des totalités. C'est ce qu'exige
c'est ce qu'exige la position occidentale. Comment l'auteur occidental pourrait-il autrement incorporer ce qui lui est étranger ? Chacun tente d'annexer les formes de domination en étendant ses concepts de base au moyen de l'analogie, de la simple liste ou de l'addition. Le silence gêné qu'observaient les féministes socialistes et radicales blanches à propos de la question raciale en fut une des conséquences politiques majeures et dévastatrices. L'histoire et la polyvocalité disparaissent dans des taxonomies politiques qui essayent d'établir des généalogies. Il n'y avait pas de place pour la race, ni pour à peu près rien d'autre, dans la structure d'une théorie qui prétendait révéler la construction du concept de femme et du groupe social des femmes comme un tout totalisable ou unifié. Voici la caricature que j'en tire. Féminisme socialiste. Structure de classe, travail salarié, travail aliénant, par analogie, reproduction, par extension, sexe, par addition, race. Féminisme radical, structure de genre, appropriation sexuelle, objectification, sexe, par analogie, travail et par extension, reproduction, par addition, race. Dans un autre contexte, la théoricienne française Julia Kristeva prétend que les femmes ne sont apparues en tant que groupe historique qu'après la Seconde Guerre mondiale, en même temps que les jeunes. Cette datation semble douteuse, mais nous savons maintenant que, si on les considère en tant qu'objets de connaissance et moteurs historiques, des notions telles que celle de race n'ont pas toujours existé, que l'idée de classe a une genèse historique et que la catégorie homosexuelle est tout à fait récente. Que le bouleversement du système symbolique reposant sur la famille formée autour de l'homme et sur l'essence de la femme ait lieu au moment où les réseaux de connexion entre habitants de cette planète se multiplient, s'imposent et se complexifient comme jamais auparavant, n'est pas dû au hasard. Le terme capitalisme avancé ne reflète pas la structure de ce moment historique. C'est la fin de l'homme au sens occidental du terme qui est en jeu. Que la notion de femme soit maintenant en train de se dissoudre dans l'existence des femmes n'est pas dû au hasard. Peut-être les féministes socialistes ne sont-elles pas vraiment responsables de l'élaboration de la théorie essentialiste qui efface les particularités et les intérêts contradictoires des femmes ? Moi, je crois que si. Tout au moins parce que nous avons repris sans réfléchir la logique, le langage et les pratiques de l'humanisme blanc, et que nous avons cherché un terrain de domination commun, afin de mieux faire entendre notre voix révolutionnaire. Maintenant, nous avons moins d'excuses. Mais cette conscience de nos erreurs risque de nous perdre dans l'infini des différences et de nous faire renoncer au travail complexe qui permet d'établir les connexions réelles, qui sont toujours partielles. Certaines différences sont anodines, d'autres sous-tendent les systèmes historiques mondiaux de la domination. Et l'épistémologie sait faire la différence entre les différences. Informatique de la domination. Pour établir la position épistémologique et politique que je recherche, je vais esquisser l'ébauche d'une unité possible en me fondant en grande partie sur les principes et les conceptions des féministes et des socialistes. L'étendue et l'importance des réaménagements mondiaux des relations sociales de science et de technologie constituent le cadre de cette ébauche. À l'intérieur de ce cadre, je défendrai une politique fondée sur la revendication des transformations fondamentales qu'un système émergent d'ordre mondial analogue dans sa nouveauté et son amplitude à celui que le capitalisme industriel avait créé et peut avoir sur la nature de la classe, de la race et du genre. Nous sommes en train de vivre le passage d'une société industrielle et organique à un système d'information polymorphe. Du tout travail au tout loisir, un jeu mortel. En même temps matériel et idéologique, les dichotomies qui existent entre ces deux étapes s'inscrivent dans le tableau ci-dessous. Ils retracent les transitions qui opèrent entre les bonnes vieilles dominations hiérarchiques et ces inquiétants nouveaux réseaux que j'ai appelés informatiques de la domination. Représentation, simulation. Roman bourgeois, réalisme, science-fiction, postmodernisme. Organisme, composants biotiques. Profondeur et intégrité, surface et limite. Chaleur, bruit. Biologie comme pratique clinique, biologie comme inscription. Physiologie, ingénierie de la communication. Petit groupe, sous-système, perfection, optimisation. Eugénisme, contrôle démographique. Décadence, la montagne magique. Obsolescence, le choc du futur. Hygiène, gestion du stress. Microbiologie, tuberculose. Immunologie, sida.
division organique du travail, ergonomie, cybernétique du travail, spécialisation fonctionnelle, construction modulaire, reproduction, réplication, spécialisation organique génétique, stratégie d'optimisation des rôles sexuels, déterminisme biologique, inertie évolutive, contrainte, écologie communautaire, écosystème, chaîne raciale du vivant, néo-impérialisme, humanisme des Nations Unies, organisation scientifique de la maison de l'usine, usine planétaire, maison électronique, famille, marché, usine, femmes dans le circuit intégré, salaire familial, valeurs comparables, public, privé, citoyenneté cyborg, nature-culture, champ de différence, coopération, amélioration de la communication, Freud, Lacan, sexe, génie génétique, travail, robotique, esprit, intelligence artificielle, Seconde Guerre mondiale, guerre des étoiles, patriarcat capitaliste blanc, informatique de la domination. Cette liste fait apparaître des choses intéressantes. On constate premièrement que les objets de la colonne de droite ne peuvent être codés comme naturels, ce qui subvertit l'encodage naturaliste des éléments de la colonne de gauche. Nous ne pouvons revenir en arrière ni sur le plan idéologique ni sur le plan matériel. Ou bien ce n'est pas seulement Dieu qui est mort, mais la déesse aussi. Ou bien ils revivent tous les deux dans les mondes gouvernés par une politique de la biotechnologie et de la microélectronique. Quand on réfléchit à des objets comme les composants biotiques, on ne peut penser en termes de propriétés intrinsèques, mais en termes de conception de design, de conditions aux limites, de taux de flux, de logique des systèmes et de coûts de réduction des contraintes. La reproduction sexuée est une des stratégies de reproduction parmi beaucoup d'autres, et une stratégie dont les coûts et les bénéfices sont fonction du système environnant. Les idéologies de la reproduction sexuée ne peuvent plus raisonnablement se référer au sexe et au rôle sexué comme à des aspects organiques d'objets naturels que sont les organismes et les familles. L'irrationalité d'un tel raisonnement soulèverait un étrange tollé, dans lequel les voix de cadres supérieurs lecteurs de Playboy s'uniraient à celles des féministes radicales anti-porno. Il en va de même pour la race. Les idéologies fondées sur la diversité humaine doivent être formulées en termes de fréquences, de paramètres, comme les groupes sanguins ou les performances intellectuelles. Se référer à des concepts de primitifs et de civilisés est irrationnel. Les recherches des libéraux et des radicaux sur les systèmes sociaux intégrés s'ouvrent sur une nouvelle pratique, l'ethnographie expérimentale, selon laquelle l'objet organique se désintègre sous l'effet de l'attention que l'on porte au jeu de l'écriture. Au niveau de l'idéologie, le racisme et le colonialisme sont traduits en langage de développement et de sous-développement, de rythme et de contrainte de la modernisation. N'importe quel objet, n'importe quelle personne peut être raisonnablement pensé en termes de démantèlement ou de réassemblage. Aucune architecture naturelle ne contraint la conception d'un système. Les quartiers de la finance de toutes les grandes villes du monde, comme les zones de délocalisation et de libre-échange, proclament ce caractère fondamental du capitalisme avancé. L'univers que forment les objets scientifiquement observables doit être tout entier formulé en termes de problèmes d'ingénierie de la communication pour les dirigeants d'entreprise ou de théorie du texte pour ceux qui y résisteraient. Dans un cas comme dans l'autre, de sémiologie cyborgienne. On pourrait attendre des stratégies de contrôle qu'elles se concentrent sur les conditions aux limites et sur les interfaces ou sur les taux des flux transversaux et non sur l'intégrité d'objets naturels. C'est sur l'intégrité ou la sincérité du moi occidental que s'engagent les procédures décisionnelles et les systèmes experts. Les stratégies de contrôle appliquées par exemple aux capacités qu'ont les femmes de donner naissance à de nouveaux êtres humains seront développées en langage de contrôle démographique et de maximisation de la réussite personnelle des preneurs de décision. Ces stratégies de contrôle seront formulées en termes de taux, de coût des contraintes, de degré de liberté. Les êtres humains, comme n'importe quel autre composant ou sous-système, doivent être localisés dans une architecture système au mode opérationnel probabiliste et statistique. Aucun objet, aucun espace, aucun corps n'est sacré en lui-même. Tout composant peut être mis en interface avec un autre. Il suffit pour cela de construire la norme adéquate, le code qui permet de traiter les signaux dans un langage commun.
L'échange dans ce monde transcende la translation universelle effectuée par les marchés capitalistes, que Marx a si bien analysé. Une pathologie règne sur cet univers et en affecte toutes sortes de composants. Le stress, échec de la communication, Ognes 1983. Le cyborg n'est pas soumis à la biopolitique de Foucault. Le cyborg simule la politique, ce qui lui ouvre un champ d'action bien plus puissant. Une telle analyse des objets culturels et scientifiques apparus dans le champ de la connaissance depuis la Seconde Guerre mondiale nous aide à distinguer certaines des failles les plus importantes de l'analyse féministe, qui a fonctionné comme si les dualismes hiérarchiques et organiques qui président au discours occidental depuis Aristote étaient toujours d'actualité. Ils ont été cannibalisés ou techno-digérés, comme dirait Zoé Foufia. Les dichotomies qui opposent corps et esprit, organisme et machine, public et privé, nature et culture, hommes et femmes, primitifs et civilisés, sont toutes idéologiquement discutables. Les femmes se trouvent actuellement en situation d'intégration-exploitation dans un système mondial de production, reproduction et communication appelé informatique de la domination. La maison, le lieu de travail, le marché, l'arène publique, le corps lui-même, tout fait aujourd'hui l'objet de ces dispersions et connexions polymorphes presque infinies. Et cela a d'importantes conséquences pour les femmes comme pour d'autres. Des conséquences elles-mêmes très différentes les unes des autres selon qu'elles s'appliquent à des gens différents les uns des autres. À cause d'elles, nous avons du mal à imaginer les puissants mouvements d'opposition internationale qui sont, justement aussi à cause d'elles, devenus si essentiels à la survie. Une des principales voies de la reconstruction de la politique féministe socialiste passe par une théorie et une pratique qui traitent des relations sociales de science et de technologie, et en particulier des systèmes mythiques et sémantiques qui structurent nos imaginaires. Le cyborg est un moi postmoderne individuel et collectif qui a été démantelé et réassemblé, le moi que doivent coder les féministes. Les technologies et biotechnologies de la communication sont des outils décisifs qui refaçonnent notre corps. Ces outils incarnent et mettent en vigueur pour les femmes du monde entier un nouveau type de relation sociale. Les technologies et discours scientifiques semblent, en quelque sorte, formaliser, c'est-à-dire geler, les interactions sociales normalement fluides qui les constituent. Mais on peut aussi les considérer comme des instruments qui mettent le sens en vigueur. Entre l'outil et le mythe, entre l'instrument et le concept, entre les systèmes historiques de relations sociales et les anatomies historiques de corps possibles, y compris des objets de connaissance, la frontière est perméable. En vérité, le mythe et l'outil se constituent mutuellement. De plus, les sciences de la communication et la biologie moderne sont construites dans un même mouvement, celui où le monde devient un code à découvrir. Celui de la translation, de la traduction, de la recherche d'un langage commun, dans lequel toute résistance au contrôle instrumental disparaît, et où toute hétérogénéité peut être soumise au démantèlement, au réassemblage, à l'investissement et à l'échange. En sciences de la communication, la translation du monde en code à décrypter s'illustre dans les théories des systèmes cybernétiques, ou systèmes à régulation par réaction. Quand elles sont appliquées à la téléphonie, à la conception informatique, au déploiement des armements, ou à la construction et à la maintenance de bases de données. Pour chacune de ces applications, la solution des questions fondamentales repose sur une théorie du langage et du contrôle. L'opération fondamentale consiste à déterminer les taux, les directions et les probabilités de flux d'une quantité que l'on appelle information. Le monde est divisé par des frontières plus ou moins perméables à l'information. L'information est justement ce genre d'élément quantifiable, à partir d'unités, base de l'unité, qui permet la translation universelle et donc le pouvoir instrumental absolu, que l'on appelle communication effective. Et l'interruption de la communication est la plus grave menace qui pèse sur ce pouvoir. Toute panne de système s'exprime en stress. La métaphore C3I, Control, Command, Communication, Intelligence, commandement, contrôle, communication, renseignement, symbole de la théorie militaire des opérations, résume les principes fondamentaux de la division internationale du travail et l'évangélisme religieux dépendent intimement de l'électronique. La microélectronique est la base technique du simulacre, copie faite en l'absence de tout original. La microélectronique est le média qui permet les translations par lesquelles on passe du travail à la robotique et au traitement de texte
Du sexe aux manipulations génétiques et aux technologies de la reproduction, de l'esprit à l'intelligence artificielle et aux procédures décisionnelles. Les nouvelles biotechnologies débordent le cadre de la reproduction humaine. La biologie, puissante science de l'ingénierie, qui permet de repenser matériaux et processus, révolutionne l'industrie, en particulier dans les domaines de la fermentation, de l'agriculture et de l'énergie. Les sciences de la communication et la biologie construisent des objets de connaissance qui sont à la fois d'ordre technique et naturel, et dans lesquels la différence entre machine et organisme s'efface en grande partie. Esprit, corps et outils deviennent très intimes. L'organisation matérielle multinationale de la production et de la reproduction de la vie quotidienne et l'organisation symbolique de la production et de la reproduction de la culture et de l'imaginaire semblent y être autant impliquées l'une que l'autre. Les images garde-frontières qui opposent base et superstructure, privée et publique, matériel et idéal, n'ont jamais semblé aussi ténues. Quand j'ai voulu donner un nom à la situation des femmes dans ce monde si intimement restructuré par les relations sociales de science et de technologie, j'ai utilisé une image empruntée à Rachel Grossman, 1980, celle de femmes dans le circuit intégré. J'emploie l'étrange circonlocution « relations sociales de science et de technologie » pour signaler que nous n'avons pas affaire à un déterminisme technologique, mais à un système historique fondé sur les relations structurées qui existent entre les gens. Mais cette expression devrait aussi indiquer que la science et la technologie fournissent de nouvelles sources de pouvoir, et que nous avons besoin de nouvelles sources d'analyse et d'action politique. Latour, 1984. Les relations sociales que peut produire la technologie de pointe entraînent certains réaménagements des notions de race, de sexe et de classe, qui peuvent replacer le féminisme socialiste au centre d'une véritable politique progressiste. L'économie du travail à domicile et en dehors du domicile. La nouvelle révolution industrielle est en train de créer un nouveau prolétariat, mais aussi de nouvelles sexualités et de nouvelles ethnicités. Avec l'extrême mobilité du travail et l'émergence d'une division internationale du travail, de nouvelles collectivités apparaissent, tandis que les groupes traditionnels s'affaiblissent. Et il ne faut pas croire qu'en ce qui concerne le genre ou la race, cette évolution soit neutre. Les hommes blancs des sociétés industrielles avancées sont exposés depuis peu au chômage de longue durée, et les femmes ne perdent pas leurs emplois dans les mêmes proportions. Or, ce n'est pas seulement parce que les femmes des pays du tiers-monde constituent la main-d'œuvre préférée des multinationales du secteur technoscientifique qui délocalisent leur production, et en particulier de l'électronique. Il s'agit d'un système d'ensemble qui concerne en même temps la reproduction, la sexualité, la culture, la consommation et la production. Dans la Silicon Valley, véritable prototype de ce système, de nombreuses femmes voient toute leur vie structurée autour d'un emploi qui dépend de l'électronique, ce qui se traduit, sur le plan personnel, par une monogamie hétérosexuelle sérielle, des problèmes de garde d'enfants, un éloignement du cercle familial et de la plupart des autres formes communautaires traditionnelles, et lorsqu'elles vieillissent, par une solitude presque certaine accompagnée d'une extrême vulnérabilité économique. La diversité raciale et ethnique des femmes de la Silicon Valley structure un microcosme de différences conflictuelles d'ordre culturel, familial, religieux, éducationnel et linguistique. Richard Gordon a appelé cette nouvelle situation « économie du travail à domicile ». Tout en incluant le travail effectivement réalisé à domicile, par cette expression, Gordon entend une large restructuration du travail qui prend désormais les principales caractéristiques autrefois attribuées aux emplois féminins, celles des métiers exclusivement exercés par des femmes. Le travail est redéfini à la fois par l'existence d'une main-d'œuvre exclusivement féminine et par une féminisation de certains emplois occupés par des hommes comme par des femmes. Féminiser signifie rendre extrêmement vulnérable, exposé au démantèlement, au réassemblage et à l'exploitation que subissent ceux qui constituent une réserve de main-d'œuvre. Être considéré moins comme un travailleur que comme un domestique, être soumis à des emplois du temps morcelés qui font de toute notion de durée limitée du temps de travail une véritable farce, mener une existence à la limite de l'obscénité déplacée qui peut se réduire au sexe. La déqualification est une vieille stratégie qu'on applique maintenant à des travailleurs autrefois privilégiés. Mais la notion d'économie du travail à domicile ne renvoie pas seulement à une déqualification massive,
Et elle ne nie pas non plus l'émergence de nouveaux secteurs de haute qualification qui s'ouvrent même à des hommes et des femmes autrefois exclus des emplois qualifiés. Ce concept indique plutôt que l'intégration de l'usine, de la maison et du marché se fait à une nouvelle échelle, et que les femmes ont, dans ce processus, une place cruciale qui doit être analysée en regard des différences qui existent entre les femmes et du sens que l'on peut donner aux relations entre hommes et femmes dans toutes sortes de situations. L'économie du travail à domicile comme structure organisationnelle capitaliste mondiale est rendue possible et non produite par les nouvelles technologies. Le succès des attaques lancées contre les emplois syndiqués occupés par des hommes, pour la plupart blancs et relativement privilégiés, est lié à la capacité qu'ont les nouvelles technologies d'intégrer et de contrôler le travail, malgré la dispersion et la décentralisation massive dont il fait l'objet. Pour les femmes, ces nouvelles technologies entraînent à la fois la perte du salaire familial, celui de l'homme, dans le cas où elles n'auraient jamais eu accès à ce qui était le privilège des blancs, et un changement dans leur propre travail, qui s'effectue de plus en plus dans le cadre de compagnies capitalistiques, comme c'est le cas pour les secrétaires ou les infirmières. Cette nouvelle organisation technologique et économique est aussi liée à l'effondrement de l'État-providence et à la pression subie depuis par les femmes, obligées de subvenir à leurs propres besoins, comme à ceux des hommes, des enfants et des vieux. Le problème de la féminisation de la pauvreté, générée par le démantèlement de l'État-providence, par l'économie du travail à domicile, dans laquelle les emplois stables deviennent l'exception, est alimentée par l'absence de tout espoir de voir leurs revenus complétés par les pères de leurs enfants, se pose aujourd'hui de façon urgente. La multiplication des foyers où la femme se retrouve chef de famille a des causes qui diffèrent en fonction de la race, de la classe sociale ou de la sexualité. Mais leur généralisation constitue un terrain d'entente à partir duquel les femmes pourraient affronter ensemble de nouveaux problèmes. Le fait que les femmes soient souvent obligées de subvenir aux besoins quotidiens simplement parce qu'elles sont mères n'est pas vraiment nouveau. Le genre d'intégration qu'on leur propose dans une économie capitaliste globale qui, de plus en plus, repose sur la guerre, l'est totalement. La pression subie en particulier par les femmes noires américaines qui ont réussi à échapper aux emplois de domestiques à peine payés et qui sont maintenant nombreuses à travailler comme employées de bureau ou à des postes équivalents, a de lourdes conséquences sur la pauvreté toujours en vigueur pour les Noirs qui travaillent. Dans les zones industrialisées du tiers-monde, des adolescentes se retrouvent être de plus en plus souvent la seule ou la principale source de revenus de leur famille, tandis que l'accès à la propriété terrienne devient toujours plus difficile. Et cette évolution aura forcément des conséquences sur la psychodynamique de genre et de race et sur la politique qui y correspond. Dans le cadre des trois grandes étapes du capitalisme, capitalisme commercial de la première révolution industrielle, capitalisme monopolistique et capitalisme multinational, qui correspondent au nationalisme, à l'impérialisme et au multinationalisme, et sont parallèles aux trois périodes esthétiques définies par Jameson, réalisme, modernisme et postmodernisme, je voudrais démontrer qu'il existe des formes familiales spécifiques dialectiquement reliées aux différentes formes du capitalisme et à leur production culturelle et politique. À chaque étape a correspondu une famille idéale qui, même si elle a souvent été vécue de façon problématique et différente selon les gens, peut être schématisée comme suit. 1. La famille nucléaire patriarcale structurée par la dichotomie entre le public et le privé, accompagnée par l'idéologie bourgeoise des sphères séparées et par le féminisme bourgeois anglo-saxon du XIXe siècle. 2. La famille moderne dépendante et établie par l'État-providence. 2. La famille moderne dépendante de et établie par l'État-providence et des institutions comme le salaire familial est développée au milieu d'une floraison d'idéologies hétérosexuelles aféministes dont les versions les plus radicales firent les beaux jours de Greenwich Village autour de la Seconde Guerre mondiale. 3. La famille de l'économie du travail à domicile, avec sa structure oxymorique de foyer monoparental dirigé par une femme qui apparaît en même temps que le féminisme explose pour faire place au féminisme, et que, paradoxalement, la notion de genre elle-même s'intensifie et s'efface à la fois. Tel est le contexte dans lequel les prévisions d'un chômage structurel mondial provoqué par les nouvelles technologies s'intègrent au système économique du travail à domicile. Tandis que la robotique et les technologies qui lui sont associées mettent les hommes au chômage dans les pays développés, et exacerbe l'échec de la politique de l'emploi masculin dans un tiers-monde en développement,
Et tandis que l'automatisation envahit les bureaux, y compris dans les pays qui présentent un surplus de main-d'œuvre, la féminisation du travail s'intensifie. Les femmes noires américaines savent depuis longtemps ce qui se passe quand les conséquences du sous-emploi structurel ou féminisation du travail des hommes noirs se superposent à l'extrême vulnérabilité de leur position au sein de l'économie salariale. Et tout le monde sait maintenant que la sexualité, la reproduction, la famille et la vie communautaire sont intimement liés à cette structure économique, que ces liens revêtent de nombreuses formes différentes, et que ces formes produisent à leur tour des différences entre femmes noires et femmes blanches. De plus en plus d'hommes et de femmes vont devoir affronter ce genre de situation, et de ce fait, les alliances interraciales et intergenres qui se feront autour des questions de survie quotidienne ne seront plus seulement de bonnes alliances, mais des alliances nécessaires. Les nouvelles technologies ont aussi de profondes répercussions sur la faim dans le monde et la production internationale d'aliments de première nécessité. Ray Lessor Blumberg, 1983, estime que les femmes, sur cette planète, produisent environ 50% des aliments de première nécessité. D'une manière générale, elles n'ont aucun accès aux bénéfices produits par les secteurs de pointe dans le domaine de la transformation des matières premières énergétiques et alimentaires, et leurs charges journalières sont de plus en plus dures. Elles ne sont pas moins responsables qu'avant de l'approvisionnement en nourriture, et face à la reproduction, leur situation devient de plus en plus complexe. Les technologies de la révolution verte, en interaction avec les autres productions industrielles de pointe, modifient les divisions du travail et les différences de modèles migratoires qui sont fondés sur le genre. Les nouvelles technologies semblent profondément impliquées dans les formes de privatisation que Ross Pechesky, 1981, a analysées, et dans lesquelles militarisation, politique et idéologie familiale de droite, et renforcement de la définition privée de la propriété entrepreneuriale et nationale interagissent de façon synergique. Les nouvelles technologies de la communication jouent un rôle fondamental dans l'éradiction de notre vie publique à tous, ce qui permet à l'ordre établi militaire, qui est techniquement très pointu, de se développer en permanence aux dépens du bien-être culturel et économique de la plupart des gens, mais surtout des femmes. Des technologies telles que celles du jeu vidéo ou des téléviseurs hautement miniaturisés semblent jouer un rôle crucial dans la production des formes modernes de la vie privée. La culture des jeux vidéo est largement orientée vers la compétition individuelle et la guerre des étoiles. Cela construit des imaginaires nourris de haute technologie et de différences de genre qui peuvent contempler la destruction de la planète et échapper à ses conséquences par la magie de la science-fiction. Il n'y a pas que nos imaginaires qui sont militarisés, et l'on n'échappera pas aux autres réalités de la guerre nucléaire et électronique, à ces technologies qui promettent la mobilité totale et l'échange parfait, et, incidemment, font du tourisme, cette pratique parfaite de la mobilité et de l'échange, une des plus grandes industries du monde. Les nouvelles technologies affectent les relations sociales qui concernent la sexualité comme la reproduction, et pas toujours de la même façon. Les liens étroits qui unissent la sexualité à l'instrumentalisation et qui font considérer le corps comme une sorte de machine à maximiser à la fois l'utile et l'agréable, sont décrits comme il convient dans les récits socio-biologiques de l'origine, qui insistent sur le calcul génétique et expliquent l'inévitable dialectique de la domination dans les rôles masculins et féminins qui sont attribués aux hommes et aux femmes. Ces histoires socio-biologiques dépendent d'une vision hautement technologique du corps, qui fait de ce dernier un composant biotique ou un système cybernétique de communication. Les situations de reproduction ont subi de nombreuses transformations, en particulier du fait de la médecine, qui a donné aux frontières du corps des femmes une perméabilité nouvelle à la visualisation comme à l'intervention. Le contrôle de l'interpénétration des frontières corporelles dans l'herméneutique médicale et son attribution constitue, bien entendu, une question fondamentale pour les féministes. Le spéculum a servi de symbole aux femmes qui, dans les années 70, voulaient se réapproprier leur corps. Mais cet outil artisanal devient inadéquat quand il s'agit d'exprimer la politique du corps dont nous avons besoin pour renégocier la place de la réalité dans les pratiques cyborgiennes de reproduction. Céder soi-même ne suffit pas. Les technologies de visualisation évoquent la pratique culturelle actuellement répandue qu'est le safari photo et la nature profondément prédatrice de la conscience photographique.
le sexe, la sexualité et la reproduction jouent un rôle central dans les systèmes mythiques de la haute technologie qui structurent ce que nous imaginons de possible dans nos vies personnelles et sociales. Les femmes dans le circuit intégré. Parce que les positions qu'ont occupées les femmes dans les sociétés industrielles avancées ont été en partie restructurées par les relations sociales que produisent la science et la technologie, il faut maintenant en retracer l'histoire. En imaginant qu'il fut un jour idéologiquement possible de définir la vie des femmes par la distinction entre les domaines privés et publics, ce que suggèrent les images d'une vie divisée entre l'usine et la maison pour la classe laborieuse, entre le marché et la maison pour la classe bourgeoise, et entre le personnel et le politique selon le genre, une telle idéologie est maintenant totalement fallacieuse, et elle ne réussit même pas à montrer comment chaque terme de ces dichotomies construit l'autre en pratique et en théorie. Je lui préfère une image idéologique du réseau qui suggère une profusion d'espace et d'identité et une perméabilité des frontières du corps personnel et du corps politique. Le travail en réseau est à la fois une pratique féministe et une stratégie de compagnie multinationale, l'opposition cyborgienne tisse la toile. Revenons-en donc à l'image de l'informatique de la domination pour tracer une vision de la place des femmes dans le circuit intégré, en n'abordant que quelques-uns des lieux symboliques des sociétés capitalistes avancées. La maison, le marché, les lieux du travail salarié, l'État, l'école, la clinique ou l'hôpital, et l'Église. Chacun de ces lieux symboliques a un lien logique et pratique avec les autres, dans ce qui pourrait être vu comme une image holographique. Parce que je crois que cela peut faire avancer une analyse et une pratique dont nous avons bien besoin, je voudrais donner ici une idée de l'impact qu'ont les relations sociales mises en place et transmises par les nouvelles technologies. Mais il n'existe cependant pas de place pour les femmes dans ces réseaux. On n'y trouve, en ce qui les concerne, qu'une géométrie de différences et de contradictions cruciales quant à leur identité cyborgienne. En apprenant à déchiffrer ces réseaux du pouvoir et de la vie sociale, nous découvrirons peut-être des modes nouveaux de couplage et de coalition. Lire la liste qui suit ne peut en aucune façon se faire du point de vue de l'identification ou d'un soi unitaire. L'ordre du jour est à la dispersion. L'objectif, survivre dans la diaspora. Maison. Foyers monoparentaux ayant une femme comme chef de famille, monogamie en série, fuite des hommes, femmes âgées vivant seules, technologie du travail domestique, salariat du travail à la maison, réémergence des ateliers clandestins, entreprises installées à domicile et télétravail, électronique artisanale, SDF urbain, migration, architecture modulaire, renforcement simulé de la famille nucléaire, violence domestique intense. Marché. Persistance de la consommation comme travail réservé aux femmes qui, depuis peu, sont particulièrement ciblées par les nouveautés que produisent des nouvelles technologies. Et ce, d'autant plus que la compétition entre les pays industrialisés et ceux en voie d'industrialisation, qui tous cherchent à éviter les problèmes d'un chômage de masse, nécessite la création de nouveaux marchés toujours plus importants, pour des produits dont l'utilité est de moins en moins évidente. Pouvoir d'achat à 2 vitesses associé à des campagnes publicitaires qui ciblent exclusivement les nombreux groupes sociaux à haut revenu et négligent les anciens marchés de masse. Importance croissante du marché noir du travail et de la consommation qui fonctionne parallèlement aux grosses structures du marché haut de gamme des technologies de pointe. Système de surveillance qui s'appuie sur le fonctionnement électronique des transferts de fonds, caractère abstrait de l'expérience puisqu'elle est transformée en produit, intensifiée par le marché, ce qui aboutit à des conceptions de l'idée de communauté utopiques et inefficaces ou tout bonnement cyniques, mobilité extrême et abstraction des systèmes de marketing ou de financement, interpénétration des marchés du travail et du sexe, sexualisation intensifiée d'une consommation abstraite et aliénée. Lieu du travail salarié. Persistance d'une forte division sexuelle et raciale du travail, mais, pour beaucoup de femmes blanches et de gens de couleur, forte croissance de l'appartenance à des catégories professionnelles privilégiées, impact de nouvelles technologies sur le travail des femmes dans les secteurs du secrétariat, des services, de la manufacture et plus particulièrement de la manufacture textile, de l'agriculture et de l'électronique,
restructuration internationale des classes laborieuses, développement des nouveaux horaires qui facilitent l'économie du travail à domicile, horaires flexibles, heures supplémentaires, temps partiel, pas de temps du tout, travail à domicile et travail à l'extérieur, pression accrue en vue de l'établissement de structures de salaire à 2 niveaux, nombre important de ceux qui, parmi les populations qui dans le monde dépendent des liquidités, n'ont aucune expérience ou plus aucun espoir d'emploi stable, main-d'œuvre pour la plupart marginale ou féminisée. État. Persistance de l'érosion de l'État-providence. Décentralisation accompagnée d'une augmentation de la surveillance et du contrôle. Citoyenneté télématique. Impérialisme et pouvoir politique largement identifiés grâce à la distinction beaucoup d'informations, peu d'informations. Montée d'une militarisation hautement technologique accompagnée d'une montée de l'opposition qu'elle rencontre dans de nombreux groupes sociaux. Réduction du fonctionnariat du fait de la capitalisation toujours plus forte du travail de bureau, avec des implications pour la promotion des femmes de couleur. Plus grande privatisation de la vie et de la culture matérielle et culturelle, forte intégration de la privatisation et de la militarisation, forme hautement technologique de la distinction capitaliste bourgeoise entre vie privée et vie publique, invisibilité entre différents groupes sociaux du fait de mécanismes psychologiques qui instaurent une croyance en l'existence d'ennemis abstraits. École. Resserrement du lien qui existe entre les besoins en capitaux qu'induisent les technologies de pointe et l'éducation publique à tous les niveaux, avec des différenciations selon la race, la classe sociale et le genre. Implication des classes dirigeantes dans la réforme de l'éducation et dans son financement au prix, pour les enfants et pour les professeurs, de son statut de structure éducative démocratique et progressiste. Éducation produisant, au sein de la culture technocratique et militarisée, une ignorance et une répression de masse. Foisonnement, au sein des mouvements politiques radicaux ou dissidents, de cultes obscurantistes occultes. Persistance d'une relative ignorance en matière de science chez les femmes blanches et les gens de couleur. Orientation industrielle croissante de l'éducation, et plus particulièrement de l'éducation supérieure, par les multinationales à dominante scientifique, en particulier par les sociétés qui dépendent de l'électronique et des biotechnologies. Nombreuses élites possédant un niveau d'études élevé au sein de ce qui va devenir une société à 2 vitesses. Clinique ou hôpital. Resserrement des liens qui unissent la machine et le corps, renégociation des métaphores publiques qui canalisent l'expérience personnelle que l'on a de son corps, et plus particulièrement en ce qui concerne la reproduction, les fonctions du système immunitaire et les phénomènes de stress. Intensification de la politique reproductive en réponse aux implications historiques d'un contrôle potentiel, non encore réalisé, que les femmes pourraient avoir sur leur relation à la reproduction. Émergence de nouvelles maladies historiquement spécifiques, lutte concernant la logique et les moyens de la santé publique dans les environnements où les produits et les procédés de la technologie de pointe sont omniprésents, poursuite de la féminisation des métiers de la santé, durcissement de la lutte concernant la responsabilité de l'État dans le domaine de la santé, persistance du rôle idéologique des mouvements populaires pour la santé comme forme majeure de la politique américaine. Église, ère électronique des télé-évangélistes fondamentalistes, super sauveurs qui célèbrent l'union d'un capital électronique et de dieux fétiches automatisés. Importance renforcée des églises dans la résistance à la militarisation de l'État, lutte capitale concernant la place des femmes et leur autorité dans le domaine de la religion, persistance du rôle central tenu dans la lutte politique par la spiritualité, à laquelle s'ajoutent le sexe et la santé. L'informatique de la domination se caractérise par, et seulement par, l'intensification massive de l'insécurité et de l'appauvrissement culturel, accompagnée d'une faillite des réseaux de subsistance pour les plus vulnérables. Parce que ce constat est en grande partie lié aux relations sociales que créent la science et la technologie, l'urgence d'une politique féministe socialiste des sciences et des technologies semble évidente. Beaucoup de choses sont en train de se faire, et le travail politique a de riches possibilités. Les efforts déployés pour encourager des formes de lutte collective chez les femmes salariées, comme celle du district 925 de l'SEIU, devraient être une de nos priorités à toutes.
Ces efforts sont intimement liés à la restructuration technique des méthodes de travail et à la refonte des classes laborieuses. Ils permettent aussi de comprendre ce que pourrait être une forme plus globale de l'organisation du travail qui tiendrait compte de l'appartenance à une communauté, de la sexualité et de questions familiales qui n'ont jamais été mises en avant par les syndicats, presque exclusivement blancs et masculins, du secteur industriel. Les réarrangements structurels liés aux relations sociales de sciences et de technologie suscitent une forte ambivalence. Ce n'est pourtant pas la peine de se sentir fondamentalement déprimé par les implications des relations que les femmes entretiennent à la fin du XXe siècle avec le travail, la culture, la production du savoir, la sexualité et la reproduction sous toutes leurs formes. Si les marxismes, pour la plupart d'entre eux, analysent bien la domination, et cela pour de très bonnes raisons, ils ont du mal à comprendre ce qui ne semble être que fausse conscience et complicité des dominés dans leur propre domination, à l'époque du capitalisme avancé. Il est crucial de garder à l'esprit que, peut-être surtout du point de vue des femmes, ce que nous avons perdu se résume souvent à une oppression aux formes virulentes, nostalgiquement ramenée, face à la violation, à une soi-disant nature. L'ambivalence que nous ressentons devant ces unités disloquées que produit la culture des hautes technologies ne doit pas nous obliger à choisir entre une critique clairvoyante qui jetterait les bases d'une épistémologie politique solide et une fausse conscience manipulée. Elle doit entraîner une compréhension subtile de ces nouveaux plaisirs, de ces nouvelles expériences et de ces nouveaux pouvoirs susceptibles de transformer sérieusement les règles du jeu. Lorsque l'on voit se refonder des formes d'unité qui transcendent les considérations de race, de genre ou de classe, on a toute raison d'espérer, d'autant que ces éléments fondamentaux de l'analyse féministe socialiste subissent eux-mêmes des transformations protéiformes. L'augmentation de la dureté de la vie qui est ressentie dans le monde entier du fait des relations sociales induites par les sciences et les technologies est grave. Mais ce que vivent les gens n'est pas si clair, et nous manquons d'outils suffisamment précis pour établir collectivement des théories efficaces de l'expérience. Les efforts fournis actuellement dans le sens d'une clarification, ne serait-ce que de notre propre expérience, qu'il s'agisse du marxisme, de la psychanalyse, du féminisme ou de l'anthropologie, sont rudimentaires. J'ai conscience de ce que je dois au cours de l'histoire dans ma façon de voir les choses. Une jeune catholique irlandaise n'aurait jamais obtenu un doctorat de biologie sans l'impact qu'eut Spoutnik sur la politique nationale américaine en matière d'éducation scientifique. Mon corps et mon esprit sont autant construits par la course à l'armement et la guerre froide qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale que par les mouvements féministes. L'analyse des effets contradictoires qu'ont les politiques destinées à produire des technocrates américains loyaux et qui produisirent aussi un grand nombre de dissidents, donne plus de raisons d'espérer que ne le fait celle des défaites existantes. La partialité constante des points de vue féministes a, en ce qui concerne nos attentes quant aux formes d'organisation et de participation politique, certaines conséquences. Nous n'avons pas besoin d'une totalité pour faire du bon travail. Ce rêve féministe d'une langue commune est, comme tous les rêves d'une langue parfaitement vraie, d'un énoncé parfaitement fidèle à la réalité, totalisant et impérialiste. En ce sens, la dialectique est elle aussi une langue de rêve qui ne chercherait qu'à résoudre les contradictions. Peut-être qu'ironiquement, notre fusion avec les animaux et les machines nous enseignera comment ne pas être homme, l'incarnation du logos occidental. Si l'on se place du point de vue du plaisir que procurent ces fusions puissantes et tabous, rendues inévitables du fait des rapports sociaux induits par les sciences et les technologies, il pourrait bien y avoir une science féministe. Les cyborgs, mythe de l'identité politique. Je voudrais conclure avec un mythe de l'identité et des limites qui pourraient informer nos imaginaires politiques en cette fin de XXe siècle. Je suis redevable ici à des écrivains comme Johanna Russ, Samuel R. Delany, John Varley, James Tripty Jr., Octavia Butler, Monique Wittig et Vonda McIntyre. Ils sont ces conteuses qui explorent ce que veut dire être incarné dans des mondes de haute technologie. Elles sont des théoriciennes des cyborgs.
c'est grâce à l'anthropologue Mary Douglas qui a exploré les conceptions des limites corporelles et de l'ordre social, 1966 et 70, que nous avons pris conscience de la place fondamentale de l'imagerie corporelle dans notre vision du monde, et donc dans la langue politique. Les féministes françaises comme Luce Irigaray et Monique Wittig, en dépit de toutes leurs différences, savent comment écrire le corps, comment tisser l'érotisme, la cosmologie et la politique à partir de l'imagerie de l'incarnation, et en ce qui concerne plus particulièrement Wittig, à partir de l'imagerie de la fragmentation et de la reconstitution des corps. Les féministes radicales américaines, comme Susan Griffith, Audre Lorde et Adrienne Rich, ont profondément marqué nos imaginaires politiques, et peut-être trop restreint notre capacité à accepter un corps amical et un langage politique. Elles insistent sur l'organique, qu'elles opposent au technologique. Mais leur système symbolique, et les positions d'écoféminisme et de paganisme féministe empreintes de considérations organiques qui y sont liées, ne peuvent être compris, pour reprendre Sandoval, que comme des idéologies oppositionnelles qui conviennent tout à fait à cette fin de XXe siècle. Pour qui ne s'intéresse pas aux machines et à la conscience du capitalisme avancé, elles peuvent sembler simplement stupéfiantes. Elles font en ce sens partie du monde cyborgien. Mais les féministes ont aussi beaucoup à gagner en embrassant explicitement les possibilités inhérentes à la dissolution des différences qui opposent nettement organisme et machine, et de toutes celles qui structurent de façon similaire l'identité occidentale. C'est la simultanéité de ces dissolutions qui fait exploser les matrices de domination et ouvre des possibilités géométriques. Que peut-on apprendre d'une pollution technologique personnelle et politique ? Je vais m'arrêter brièvement sur deux groupes de textes qui se recoupent et offrent un aperçu de la construction d'un mythe potentiellement utile du cyborg. Construction, dans la science-fiction féministe, des femmes de couleur et des moi monstrueux. J'ai suggéré plus haut que le concept de femme de couleur pouvait être compris comme une identité cyborgienne, une subjectivité puissante synthétisée à partir de fusions d'identités marginales et dans les strates historico-politiques complexes de sa biomythographie. Il existe des grilles matérielles et culturelles qui cartographient ce potentiel. Audre Lorde, 1984, en capte le ton dans le titre de son Sister Outsider, Sœur d'ailleurs. Dans mon mythe politique, la sœur d'ailleurs est la femme de la délocalisation, celle que les travailleurs et travailleuses américaines, femmes et hommes effectuant un travail féminisé, sont censés considérer comme l'ennemi qui anéantit leur solidarité, qui menace leur sécurité. Localement, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières des États-Unis, la sœur d'ailleurs est utilisée à travers les différentes identités raciales et ethniques des femmes qu'on manipule pour mieux les diviser, les mettre en compétition et les exploiter au sein des mêmes industries. Les femmes de couleur représentent la main-d'œuvre préférée des industries liées à la science. Les femmes réelles dont le marché mondial du sexe, le marché du travail et la politique de la reproduction kaléidoscope, la vie. Les jeunes coréennes qui travaillent dans l'industrie du sexe et sur les chaînes de montage des systèmes électroniques sont recrutées au lycée et formées pour rejoindre le circuit intégré. Quand elles savent lire et écrire, surtout l'anglais, elles sont sélectionnées pour fournir cette main-d'œuvre féminine bon marché qui intéresse tant les multinationales. Contrairement à ce que font croire les stéréotypes orientalistes de la culture primitive orale, les femmes de couleur se caractérisent par leur capacité à lire et à écrire, capacité que les Noires américaines, mais aussi les hommes noirs, ont acquise au fil d'une histoire qui les a vus risquer leur vie pour pouvoir apprendre et enseigner à lire et à écrire. L'écriture a une signification particulière pour tous les groupes colonisés. Elle a tenu une place centrale dans le mythe occidental de la distinction entre culture orale et culture écrite, entre mentalité primitive et mentalité civilisée, et plus récemment, dans l'érosion de cette distinction par les théories postmodernes qui s'attaquent au phallogocentrisme occidental et à son culte de l'œuvre qui fait autorité, singulière, phallique et monothéiste, non unique et parfait. L'interprétation de l'écrit a été un enjeu capital de la lutte politique contemporaine. Montrer le jeu de l'écriture est quelque chose de tout à fait sérieux. La poésie et les histoires de femmes de couleur américaines traitent constamment de l'écriture et de l'accès au pouvoir de signifier. Mais alors ce pouvoir ne doit
plus être ni phallique ni innocent. L'écriture cyborgienne ne doit pas avoir trait à la chute, à l'idée d'une unité qui aurait existé autrefois avant le langage, avant l'écriture, avant l'homme. L'écriture cyborgienne a trait au pouvoir de survivre, non sur la base d'une innocence originelle, mais sur celle d'une appropriation des outils qui vous permettent de marquer un monde qui vous a marqué comme autre. Ces outils sont souvent des histoires re-racontées, de nouvelles versions qui renversent et déplacent les dualismes hiérarchiques, qui organisent les identités construites sur une soi-disant nature. En racontant à nouveau les histoires de l'origine, les auteurs cyborgiens subvertissent les mythes fondateurs de la culture occidentale. Nous avons tous été colonisés par ces mythes de l'origine et leur espoir d'une apocalypse rédemptrice. Les histoires phallogocentriques, relatant l'origine qui sont les plus cruciales pour les féministes cyborgiennes, sont inscrites au cœur des technologies textuelles, celles qui écrivent le monde, la biotechnologie et la microélectronique, qui ont récemment écrit nos corps en problème de code sur la grille C3I. Les histoires féministes cyborgiennes ont pour tâche de recoder tout ce qui est communication et information, afin de subvertir commandement et contrôle. La politique du langage imprègne les luttes des femmes de couleur, tant sur le plan métaphorique que littéral, et les histoires fondées sur le langage ont, dans la riche littérature que l'on doit actuellement aux femmes de couleur américaines, un pouvoir particulier. Ainsi, les nouvelles versions de l'histoire de Malinche l'indigène, mère de la race métisse des bâtards du Nouveau Monde, maîtresse des langues et maîtresse de Corté, jouent un rôle particulier dans la construction identitaire des Chicanas. Dans Loving in the War Years, Aimé en temps de guerre 1983, Cherry Moraga explore les questions d'identité qui se posent à celles qui n'ont jamais possédé leur langue d'origine, qui n'ont jamais transmis l'histoire de l'origine et n'ont jamais connu l'harmonie de la légitime hétérosexualité dans l'Éden culturel, et qui ne peuvent donc fonder de l'identité sur un mythe, ni sur la chute qui a suivi l'innocence et l'inscription dans une lignée naturelle du père ou de la mère. L'écriture de Moraga, son superbe savoir-faire, apparaît dans sa poésie comme une violation semblable à celle que commet Malinche, parce qu'elle maîtrise la langue du conquérant. Une violation, une production illégitime qui permettent de survivre. La langue de Moraga n'est pas un tout. Elle est clairement hybride, une chimère mi-anglaise, mi-espagnole, faite à partir de ces deux langues conquérantes. Mais ce monstre chimérique, sans revendiquer de langue originelle qui aurait précédé la violation, dessine les contours des identités puissantes, compétentes et érotiques des femmes de couleur. La sœur d'ailleurs suggère la possibilité d'une survie du monde, non du fait de son innocence, mais parce qu'elle est capable de vivre sur la frontière, d'écrire sans avoir besoin du mythe fondateur de l'unité originelle. Pas plus qu'elle n'a besoin de son apocalypse incontournable du retour définitif à une unicité mortelle que l'homme a imaginé être la mère innocente et toute puissante, libérée à la fin du temps d'une nouvelle spirale d'appropriation par le Fils. L'écriture marque le corps de Moraga, l'affirme comme corps de femme de couleur et l'empêche de tomber dans la catégorie banalisée par un père anglo-saxon ou dans le mythe orientaliste de l'analphabétisme originel d'une mère qui n'a jamais été. C'est Malinche qui est ici une mère et non une Ève avant qu'elle ait goûté aux fruits défendus. L'écriture affirme une sœur d'ailleurs et non cette femme d'avant la chute dans l'écriture dont a besoin la famille de l'homme phallogocentrique. L'écriture constitue de façon prééminente la technologie des cyborgs, surface gravée de la fin du XXe siècle. La politique cyborg lutte pour le langage. Elle lutte contre la communication parfaite, contre ce code unique qui traduit parfaitement chaque signification, dogme central du phallogocentrisme. Voilà pourquoi la politique cyborgienne insiste sur le bruit, défend la pollution et se réjouit des fusions illégitimes entre l'animal et la machine. Ces accouplements rendent l'homme et la femme problématiques. Ils subvertissent la structure du désir, force conçue pour générer le langage et le genre, et subvertissent ainsi la structure et les modes de reproduction de l'identité occidentale, de la nature et de la culture, du miroir et de l'œil, de l'esclave et du maître, du corps et de l'esprit. Nous n'avons pas choisi, à l'origine, d'être cyborgs, mais ce choix fonde une politique et une épistémologie libérale qui imagine la reproduction des individus
avant la reproduction plus large des textes. Si nous adoptons le point de vue du cyborg, si nous nous libérons du besoin de fonder la politique à partir de notre position privilégiée d'opprimé qui incorpore toutes les autres dominations, si nous renonçons à l'innocence de simples victimes du viol, si nous quittons le terrain de cette nature dont nous serions si proches, nous verrons de grandes possibilités s'ouvrir devant nous. Les féminismes et les marxismes ont buté contre les impératifs épistémologiques de l'Occident, qui leur faisaient construire le sujet révolutionnaire du point de vue d'une hiérarchie d'oppression et ou d'une position latente de supériorité morale, d'innocence et de plus grande proximité avec la nature. Lorsque l'on ne dispose ni du rêve original d'une langue commune, ni de la symbiose originale, et de la protection qu'elle promet contre la séparation masculine hostile, mais que l'on est écrite dans le jeu d'un texte qui ne possède ni point de vue privilégié, ni histoire du salut, se reconnaître soi-même comme complètement impliqué dans le monde libère du besoin de fonder la politique dans l'identification, les partis d'avant-garde, la pureté et la maternité. Débarrassée de l'identité, la race bâtarde enseigne le pouvoir des marges et l'importance d'une mère comme Malinche. Les femmes de couleur ont transformé la mère maléfique de la peur masculiniste en mère lettrée originelle qui enseigne la survie. Il ne s'agit pas seulement de déconstruction littéraire, mais de transformation liminaire. Toute histoire qui commence avec l'innocence originelle et privilégie le retour à la totalité, imagine que le drame de la vie est l'individuation, la séparation, la naissance à soi, la tragédie de l'autonomie, la chute dans l'écriture, l'aliénation, c'est-à-dire la guerre, tempérée par un répit imaginaire dans le sein de l'autre. Ces histoires ont une trame qui obéit à une politique de reproduction. Renaissance sans défaut, perfection, abstraction. Dans cette trame, les femmes s'en tirent mieux ou moins bien selon les cas, mais toutes ces histoires disent toujours que les femmes ont un moi moins fort, une individuation moins marquée, une plus grande fusion avec l'oral, avec la mère, et moins d'intérêt pour l'autonomie masculine. Mais il existe une autre voie qui mène à ce même détachement de l'autonomie masculine, un autre chemin qui ne passe ni par la femme, ni par le primitif, ni par le zéro, ni par le stade du miroir et son imaginaire. Il traverse les femmes et les autres cyborgs illégitimes du temps présent qui ne sont pas nés de la femme, qui refusent l'aide idéologique du statut de victime afin de vivre une vie réelle. Ces cyborgs sont des gens qui refusent de disparaître au signal. Et peu leur importe le nombre de fois où un commentateur occidental a encore une fois déploré la triste extinction d'un groupe primitif, organique, anéanti par la technologie occidentale par l'écriture. Ces cyborgs de la vie réelle réécrivent activement les textes de leur corps et de leur société, comme le font ces femmes, décrites par Aiwa Hong, qui vivent dans les villages de l'Asie du Sud-Est et travaillent pour des entreprises d'électronique japonaises et américaines. La survie est l'enjeu de ce jeu de lecture. Récapitulons. Certains dualismes constituent des traits persistants des traditions occidentales. Tous contribuent à la logique et aux pratiques du système de domination des femmes, des gens de couleur, de la nature, des travailleurs et des animaux. En gros, à la domination de tout ce qui est autre et qui ne sert qu'à renvoyer l'image de soi. Les plus importants de ces inquiétants dualismes sont les suivants. Soi, autre, corps-esprit, nature-culture, mâle-femelle, civilisé primitif, réalité-apparence, tout parti, agent-ressource, créateur-créature, actif-passif, vrai-faux, vérité-illusion, total-partiel, Dieu-homme. Le soi est ce un qui ne subit pas la domination et qui sait cela grâce à l'autre qui détient les clés de l'avenir du fait de sa propre expérience de la domination. Ce qui fait mentir toute idée d'une autonomie du soi. Être un, c'est être autonome, être puissant, c'est être Dieu. Mais être un est aussi être une illusion, et ainsi être impliqué dans une dialectique apocalyptique avec l'autre. Pourtant, être autre, c'est être multiple, sans borne précise, effiloché, sans substance. Un, c'est trop peu, mais deux, c'est déjà trop. La culture des hautes technologies remet en cause ces dualismes de façon mystérieuse. Il est difficile de savoir qui de l'homme ou de la machine crée l'autre, ou est créé par l'autre. Il est difficile de savoir où s'arrête l'esprit et où commence le corps dans des machines qui se dissolvent en pratique de codage.
dans la mesure où nous nous reconnaissons à la fois dans le discours officiel, par exemple dans la biologie, et dans la pratique quotidienne, par exemple dans l'économie du travail à domicile dans le circuit intégré, nous nous découvrons cyborgs, hybrides, mosaïques, chimères. Les organismes biologiques sont devenus des systèmes biotiques, des outils de communication parmi d'autres. Il n'y a pas de différence ontologique, pas de différence fondamentale dans ce que nous savons de la machine et de l'organisme, du technique et de l'organique. Rachel, la réplicante du film de Ridley Scott Blade Runner, représente la peur, l'amour et la confusion que produit une culture cyborgienne. Tout cela provoque, entre autres, un sens plus vif de la connexion qui nous lie à nos outils. L'état de transe que connaissent beaucoup d'utilisateurs d'ordinateurs est devenu un lieu commun du film de science-fiction et de la blague branchée. Un paraplégique ou toute autre personne lourdement handicapée doit avoir, et a quelquefois, une expérience intense de l'hybridation complexe qui existe entre elle et les outils de communication. Le vaisseau qui chantait, 1969. Roman proto-féministe d'Anne McCaffrey, explorait les pensées d'un cyborg, hybride entre un cerveau de petite fille et une machinerie complexe, mise au point après la naissance d'un enfant gravement handicapé. Genre, sexualité, incarnation et compétences, dans cette histoire, tous ces éléments étaient reconstitués. Pourquoi nos corps devraient-ils s'arrêter à la frontière de la peau, ou ne comprendre au mieux que d'autres êtres encapsulés dans cette peau ? On sait depuis le XVIIe siècle animer des machines, leur donner une âme fantôme qui leur permet de parler, de bouger, ou de rendre compte de leur développement régulier et de leur capacité mentale. On sait aussi mécaniser les organismes, les réduire à un corps considéré seulement comme une ressource pour l'esprit. Ces relations machine-organisme sont obsolètes, inutiles. Que ce soit dans le domaine de l'imaginaire ou dans d'autres pratiques, pour nous, les machines sont prothèses, composants intimes, soi bienveillants. Nous n'avons pas besoin d'un holisme organique qui crée un tout imperméable, la femme totale et ses variantes féministes mutantes. Je conclurai sur ce point avec une lecture très partiale de la logique des monstres cyborgs dans mon second corpus, la science-fiction féministe. Les cyborgs qui peuplent la science-fiction féministe rendent tout à fait problématiques les statuts de l'homme, de la femme, de l'humain, de l'artefact, de la race, de l'entité individuelle ou du corps. Cathy King explique comment le plaisir que l'on prend à lire ce genre de fiction ne repose pas principalement sur l'identification. Lorsque des étudiants capables d'affronter les auteurs modernistes comme Joyce ou Woolf, sans sourciller, sont confrontés à Johanna Russ pour la première fois, ils ne savent que penser de The Adventures of Alix ou de l'autre moitié de l'homme, car les personnages de ces livres refusent la recherche de l'unité innocente à laquelle tend le lecteur. Mais ils se soumettent en même temps à d'autres de ses attentes, quête héroïque, érotisme exacerbé et contenu politique sérieux. Dans l'autre moitié de l'homme, 4 versions d'un même génotype se rencontrent. Mais même rassemblées, elles ne forment pas un tout, pas plus qu'elles ne résolvent les dilemmes posés par l'action morale violente, ou qu'elles ne désamorcent le scandale toujours plus grand du genre. La science-fiction féministe de Samuel R. Delany, et en particulier les contes de Neverion, parodie le mythe de l'origine en réécrivant la révolution du néolithique, rejoignant ainsi les premiers coups de la partie qui a abouti à la civilisation occidentale pour subvertir leur vraisemblance. James Tiptree Jr., auteur dont la fiction était considérée comme particulièrement virile jusqu'à ce que soit révélé son véritable genre, raconte des histoires de reproduction fondées sur des technologies non mammifères, telles que l'alternance de générations d'hommes munis de poches à couver et nourriciers. Dans son exploration archi-féministe de Gaïa, une déesse folle planète illusionniste vieille femme machine technologique à la surface de laquelle naît une extraordinaire série de symbioses post-cyborg, John Varley construit le cyborg suprême. Octavia Butler évoque une sorcière africaine qui utilise ses pouvoirs de transformation pour contrer les manipulations génétiques dont use sa rivale, Wild Seed. Les failles temporelles pour ramener une noire américaine moderne à l'état d'esclavage dans lequel les relations qu'elle a avec son maître et ancêtre blanc déterminent la possibilité de sa propre naissance, kindred, et les visions illégitimes de l'identité et de la communauté qu'a un enfant transespèce adopté qui en est arrivé à connaître l'ennemi en lui-même, la survivante.
Dans Dawn 1987, premier épisode d'une série qui s'appelle Xenogenesis, Butler raconte l'histoire de Lilith Liapo, dont le prénom fait référence à la première femme répudiée d'Adam, et dont le nom de famille souligne son statut de veuve du fils d'une famille nigériane émigrée aux États-Unis. Par ses échanges génétiques avec des amants, sauveteurs, destructeurs, ingénieurs génétiques extraterrestres qui ont reconstruit l'habitat terrien à la suite d'un holocauste nucléaire et forcent les humains qui y ont survécu à une fusion intime, Lilith, femme noire et mère dont l'enfant est mort, devient l'instrument de la transformation de l'humanité. Ce roman traite de politique reproductive, linguistique et nucléaire dans un champ mythique structuré par les notions de couleur et de genre à la fin du XXe siècle. Parce qu'il est particulièrement riche en transgressions, le livre de Vonda McIntyre, Superluminal, est tout indiqué pour refermer ce catalogue tronqué de monstres dangereux et prometteurs qui aident à redéfinir les plaisirs et la politique de l'incarnation et de l'écriture féministe. Dans une fiction où aucun personnage n'est simplement humain, ce statut d'humain devient hautement problématique. Orca, plongeuse sous-marine génétiquement modifiée, peut dialoguer avec les orques et survivre dans les profondeurs. Mais elle rêve d'être pilote et d'explorer l'espace. Il faut alors qu'elle se fasse implanter des éléments bioniques pouvant détruire ce qui fait d'elle un membre de la famille des plongeurs et des cétacés. Ce genre de transformation se fait par vecteur virus porteur d'un nouveau code de développement, par transplantation chirurgicale, par implantation d'appareils microélectroniques, par double analogique, etc. Léana devient pilote en acceptant une transplantation cardiaque et toute une série de modifications qui lui permettront de survivre à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Radu Dracul réchappe d'une épidémie causée par un virus sur sa planète lointaine et se retrouve doté d'une perception du temps qui va, pour toute son espèce, repousser les frontières de la perception de l'espace. Ces personnages explorent tous les limites du langage, le rêve d'une expérience partagée et la nécessité des limites, de la partialité et de l'intimité, même dans un monde de transformation et de connexion protéiforme. Mais Superliminal défend aussi, dans un autre sens, les contradictions qui définissent le monde cyborgien. Il incarne textuellement cette intersection de la théorie féministe et du discours colonial que l'on trouve dans la science-fiction évoquée plus haut. Cette conjonction a une longue histoire que de nombreuses féministes du premier monde ont tenté de passer sous silence, comme je l'ai fait quand j'ai lu Superluminal, jusqu'à ce que Zoé Soufoulis me rappelle à l'ordre, elle qu'une position différente dans l'informatique de la domination du système mondial a rendu particulièrement sensible aux tentations impérialistes du milieu de la science-fiction, y compris de la science-fiction féminine. Sa sensibilité de féministe australienne fit que Zoé Soufoulis se souvenait plus facilement de la participation de McIntyre à l'écriture des aventures du capitaine Kirk et du docteur Spock dans la série télévisée Star Trek que de sa réécriture de l'histoire d'amour dans Superluminal. Dans les imaginaires occidentaux, les monstres ont toujours défini les limites de la communauté. Les centaures et les amazones de la Grèce antique établirent les limites d'une police centrée sur l'homme grec, parce qu'ils firent éclater le mariage et perturbèrent les frontières par des alliances contre nature, entre le guerrier et l'animal ou la femme. Les jumeaux siamois et les hermaphrodites constituèrent le trouble matériau humain qui, au début de l'ère moderne en France, permit de fonder le discours sur le naturel et le surnaturel, le médical et le légal, les mauvais sorts et les maladies, éléments cruciaux dans l'établissement de l'identité moderne. Les études évolutionnistes et comportementales des singes et des grands primates ont marqué les multiples frontières des identités industrielles de la fin du XXe siècle. Les monstres cyborgiens de la science-fiction féministe définissent des possibilités et des limites politiques assez différentes de celles que propose la fiction courante de l'homme et de la femme. Prendre au sérieux l'imagerie d'un cyborg qui serait autre chose qu'un ennemi a plusieurs conséquences. Sur nos corps, sur nous-mêmes. Les corps sont des cartes du pouvoir et de l'identité. Les cyborgs n'y font pas exception. Un corps cyborg n'a rien d'innocent. Il n'est pas né dans un jardin, il ne recherche pas l'identité unitaire, et donc ne génère pas de dualisme antagoniste sans fin.
ou qui ne prennent fin qu'avec le monde lui-même. Ils considèrent que l'ironie est acquise. Être un, c'est trop peu, et deux n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Le plaisir intense que procure le savoir-faire, le savoir manier les machines, n'est plus un péché, mais un aspect de l'incarnation. La machine n'est pas un ceci qui doit être animé, vénéré et dominé. La machine est nous, elle est nos processus, un aspect de notre incarnation. Nous pouvons être responsables des machines. Elles ne nous dominent pas, elles ne nous menacent pas. Nous sommes responsables des frontières, nous sommes les frontières. Jusqu'à maintenant, il était une fois, l'incarnation féminine semblait être innée, organique, nécessaire, et cette incarnation semblait être synonyme du savoir-faire maternel et de ses extensions métaphoriques. Ce n'est qu'en ne nous plaçant pas à notre place que nous pouvions prendre un plaisir intense avec les machines, et encore, à condition de prétexter qu'après tout, il s'agissait d'une activité organique qui convenait aux femmes. Les cyborgs pourraient envisager plus sérieusement l'aspect partial, fluide, occasionnel du sexe et de l'incarnation sexuelle. Après tout, malgré sa large et profonde inscription historique, le genre pourrait bien ne pas être l'identité globale. Réfléchir à la question, idéologiquement chargée, de ce qui compte comme activité quotidienne, comme expérience, peut se faire en exploitant l'image du cyborg. Dernièrement, les féministes ont prétendu que les femmes étaient douées pour le quotidien, que les femmes, plus que les hommes, géraient d'une manière ou d'une autre ce quotidien, et qu'elles occupaient donc potentiellement une position épistémologique privilégiée. Cette prise de position peut apparaître convaincante car elle met en lumière une activité féminine longtemps méprisée, et qu'elle en fait la base de la vie. La base de la vie est l'ignorance des femmes alors, et leur exclusion de la connaissance et du savoir, leur manque, et l'accès des hommes aux compétences du quotidien, à la construction des choses, à leur destruction, au jeu, et les autres incarnations. Le genre cyborgien est une possibilité partielle de revanche globale. La race, le genre et le capital nécessitent une théorie cyborgienne des tout et des parties. Il n'existe pas chez le cyborg de pulsion de production d'une théorie totale, mais il existe une connaissance intime des frontières, de leur construction, de leur déconstruction. Il existe un système de mythes qui ne demande qu'à devenir un langage politique susceptible de fonder un regard sur la science et la technologie, qui conteste l'informatique de la domination afin d'agir avec puissance. Une dernière image. Les organismes et la politique organismique et holistique reposent sur des métaphores de renaissance et en appellent invariablement aux ressources de la sexualité reproductive. Je dirais que les cyborgs ont plus à voir avec la régénération et qu'ils se méfient de la matrice reproductive et de presque toutes les mises au monde. Chez les salamandres, la régénération qui suit une blessure, par exemple la perte d'un membre, s'accompagne d'une repousse de la structure et d'une restauration des fonctions avec possibilité constante de production, à l'emplacement de l'ancienne blessure, de double ou de tout autre étrange résultat topographique. Le membre qui a repoussé peut être monstrueux, dupliqué, puissant. Nous avons tous déjà été blessés profondément. Nous avons besoin de régénération, pas de renaissance. Et le rêve utopique de l'espoir d'un monde monstrueux sans distinction de genre fait partie de ce qui pourrait nous reconstituer. L'imagerie cyborgienne peut aider à exprimer les deux points cruciaux de ce texte. 1. La production d'une théorie totale, universelle, et une erreur énorme qui passe à côté de la réalité, et qui l'a probablement toujours fait, mais qui le fait maintenant de façon certaine. 2. En prenant la responsabilité des relations sociales de science et de technologie, on refuse la métaphysique anti-science, la démonologie de la technologie, et l'on assume ainsi le difficile travail de reconstruction des frontières de la vie quotidienne, en connexion partielle avec les autres, et en communication avec chaque partie de nous-mêmes. Ce n'est pas seulement que la science et la technologie sont d'éventuels moyens de grande satisfaction humaine, aussi bien qu'une matrice de domination complexe. L'imagerie cyborgienne ouvre une porte de sortie au labyrinthe des dualismes, dans lesquels nous avons puisé l'explication de nos corps et de nos outils. C'est le rêve, non pas d'une langue commune, mais d'une puissante et infidèle hétéroglosse. C'est l'invention d'une glossolalie féministe qui glace d'effroi les circuits super-évangélistes de la nouvelle droite. Cela veut dire construire et détruire les machines, les identités, les catégories, les relations, les légendes de l'espace.
Et bien qu'elles soient liées l'une à l'autre dans une spirale qui danse, je préfère être cyborg que déesse.